C'est vendredi. Vendredi, c'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de LangChain, un framework qui facilite le développement avec des large language models et du generative AI. C'est du chinois pour vous, c'est pas grave, on va vous expliquer tout ça. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Merci de vous abonner dans toutes les bonnes applications de podcast, Apple, Deezer, on est sur YouTube également, sur Amazon Music et bien d'autres. Tous les vendredis, on parle du cloud ensemble en français, du cloud AWS, mais pas que, des techniques qui tournent autour du cloud ou qui sont intéressantes pour vous qui construisez des solutions dans le cloud. Et ça va être le cas aujourd'hui. On ne va pas parler d'AWS, quasiment pas. On va parler d'un framework open source qui s'appelle LangChain, comme j'ai dit en introduction de ce podcast. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julie Waban. Tu es freelance, tu es co-organisatrice du Meetup LangChain à Paris. C'est comme ça que je t'ai découverte ou rencontrée, en tout cas sur les réseaux sociaux. Ça fait pas mal d'années, 7 ans maintenant que tu travailles en machine learning. Euh, LangChain, c'est quoi? Alors, LangChain, c'est un framework d'application qui va permettre en fait de construire des interactions avec des LLM, donc des grands modèles de langage qui sont particulièrement populaires depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. C'est un framework en fait qui va avoir différents niveaux d'interaction avec des composants qui composent les applications basées sur des LLM. On va avoir notamment des templates de prompt que les gens connaissent en général assez bien maintenant. Donc simplement les prompts, c'est les textes en fait d'entrée que vous allez envoyer. Les questions qu'on envoie, la manière de formater la question qu'on envoie au modèle, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, vous allez avoir un premier niveau avec LangChain, voilà, de template de prompt. Déjà, si on prend la chose la plus simple pour le grand public. Ensuite, vous allez avoir des interfaces pour communiquer avec des LLM via les API de fournisseurs comme OpenAI ou d'autres. Vous pouvez également aussi faire tourner votre LLM en local et construire les différentes interactions avec lui. Quel est le problème que LangChain essaye de résoudre? Pourquoi on a créé LangChain? C'était quoi la difficulté d'utiliser l'API d'OpenAPI en direct ou l'API de Bedrock en direct, par exemple? En fait, la difficulté, c'est que la plupart des systèmes aujourd'hui qui utilisent ce qu'on appelle de la GenAI, ou en tout cas qui répondent à des use cases d'IA générative, se basent sur des LLM, mais pas que. Euh, Notamment, vous allez avoir de nombreuses applications qui vont nécessiter des données qui ne font pas forcément partie des données d'entraînement du modèle. Et on va rentrer dans des use cases, par exemple, qu'on appelle des use cases de RAG, pour Retrieval Augmented Generation. Où en fait, on va avoir besoin d'utiliser des composants qui vont à la fois être capables de charger des documents, de les transformer pour qu'on puisse les exploiter, pour les envoyer à notre modèle, pour traiter notre cas d'usage. Et puis, on va aussi avoir tout un enjeu conversationnel avec les use cases autour du chat qui sont extrêmement populaires aujourd'hui et qui mobilisent des LLM. Et donc, en fait, pour tout ça, à un moment, il faut arriver à orchestrer tous ces composants, à garder aussi le contexte, la mémoire de la conversation qu'on est en train d'avoir avec le modèle. Et en fait, tout ça, en envoyant juste des requêtes, une API, c'est pas, c'est même Oui, il parfois faut pas écrire du code. faisable Mhm. facilement. Euh, et donc là, en fait, l'idée avec le LangChain, justement, on a chain dans le nom, c'est qu'on a ces composants génériques que sont les chains, en fait, qui vont représenter des séquences d'appels à ces différents composants qu'on peut utiliser. Donc, on va avoir des composants de récupération, de gestion de la mémoire. On a un langage spécifique qui est le LCEVIL, justement, pour dialoguer avec, ou en tout cas définir et mettre en place voilà, toutes ces différentes chaînes. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un framework d'application, mais aussi d'orchestration, en fait, de comment
ces composants vont finalement construire les instructions qu'on va envoyer à notre modèle. Au fait, c'est la 1re fois que j'ai joué avec ces API, pour des modèles de generative AI, c'était il y a, quoi, 12-18 mois maintenant. J'ai pas l'expérience, que tu as et effectivement, le fait que le contexte ne soit pas sauvegardé par le modèle, c'est la 1re chose qui m'a surpris. C'est moi, développeur, qui suis responsable, d'amener toutes mes questions précédentes et les réponses précédentes que j'ai reçues à chaque tour de conversation, comme on dit, et ça demande d'écrire du code, voire d'utiliser une base de données. Et on apprend à faire du RAG, comme tu dis, et là on se dit, tiens, oui, je dois parser des pages HTML, donc je dois aller lire du code HTML, extraire le texte des balises HTML. Ah oui, pour faire du RAG, il faut découper mon texte en petits morceaux de XK, donc je dois écrire du code qui découpe un texte, un PDF ou de l'HTML en blocs de X bytes ou XK. Ah oui, tiens, j'ai besoin d'une base de données vectorielle. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de plomberie un peu autour d'une conversation, d'une application qui utilise du GenAI. Et donc, si je te comprends bien, LangChain fournit cette plomberie. Elle simplifie l'accès à différents modèles et à tout le toolkit, tous les outils dont nous, développeurs, nous avons besoin pour efficacement interagir avec un modèle. Je sais pas Mmh, me résumer? absolument, c'est tout à fait ça. Tu vas avoir une suite de composants, en fait, notamment pour le RAG, qui va te permettre de récupérer, de découper, de stocker tes documents dans des bases de données, effectivement, vectorielles spécialisées pour ce type de use case. Tu vas avoir des modules de récupération spécifiques, des, des intégrations aussi avec des outils tiers, typiquement, si tu veux, interagir avec ton LLM et puis aussi tes applications, on va dire, habituelles ou en tout cas courantes, type un Google Search, ça va être extrêmement facile en fait, d'avoir cette intégration-là, de par les différents composants que tu peux utiliser. Il y a également des implémentations en fait, déjà prêtes à l'emploi, de chaînes et d'agents que tu peux juste, voilà, ça te permet en fait d'avoir un jumpstart super, super rapide. Heu, il y a un Oui, autre. comme c'est open source, la communauté est venue avec des tas de plugins ou de classes ou d'outils en plus qui permettent de manipuler la plupart des formats standards de fichiers ou des connecteurs vers différentes sources de données. Tout ça, c'est inclus dans LangChain également. LangChain, en quel langage? Dans quel langage je dois programmer si je veux utiliser LangChain? Alors, la librairie applicative, heu, la première est en Python. Après, tu as aussi en JavaScript et il y a des initiatives, communautaires, voilà, qui ont porté en Rust, en Go, à ma connaissance, Java, j'ai vu aussi. Java aussi. À ma connaissance, c'est ce qui existe. Après, c'est très largement utilisé en Python et En JavaScript. Python, qui reste le langage de l'AI et du machine learning, en tout cas historiquement. Historiquement, on trouve Et de cette communauté, oui. les mêmes fonctionnalités sur la version JavaScript et la version Python, ou c'est juste les concepts de base qui sont les mêmes, et puis après les plugins évoluent différemment en fonction des besoins des différentes communautés. Grosso modo, hein, je ne demande pas une comparaison un pour un. Je dirais la seconde réponse, c'est quand même ces spécificités aussi qui sont liées à la communauté, mais les core components restent les mêmes. C'est les mêmes. Alors, tu l'as dit, le concept de base structurant autour de LangChain, c'est chain, d'où le nom, LangChain. Tu peux nous donner un exemple de chain typique dans une application? Euh, oui, tu vas par exemple pouvoir avoir un appel à un document loader, par exemple. Puis derrière, tu vas avoir un transformer de ce document qui va ensuite te permettre de passer en fait le résultat de cette transformation à un modèle. Et ensuite, tu vas avoir un composant de stockage, par exemple. Quelque chose que je souhaite mettre en place pour le podcast, par exemple, c'est transformer mon audio en un transcript, passer le transcript à un outil de GenAI pour me faire un résumé, et sur base de ça, générer les posts pour les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je pourrais implémenter avec LangChain. Oui, absolument. Là, c'est typiquement le cas de traitement en chaîne d'un bloc de données, de l'audio dans ce cas-ci, qu'on veut transformer en un texte pour des réseaux sociaux.
Un des concepts clés également, c'est le concept d'agent. C'est quoi un agent? Oui, alors c'est également une suite, c'est comme pour les chaînes, on a une suite de composants. Simplement, les agents vont en fait eux-mêmes construire la suite en fait d'actions à mener pour répondre à la question qui est posée par l'utilisateur, par exemple dans le cas d'un chat. Donc en fait, ils vont utiliser le LLM comme un moteur de raisonnement. C'est vraiment ce qui fait la force de LangChain, c'est cette capacité en fait qu'on appelle plan and execute, c'est-à-dire que voilà, on va avoir l'input utilisateur, on va avoir une première phase de planning qui va permettre de générer une suite de tâches, une première réponse, puis éventuellement une replanification des choses. Souvent, ce qui fait peur aux utilisateurs avec les agents, c'est de se dire: «Oui, mais du coup, je n'ai aucune maîtrise». Plus le contrôle, hein, ouais. C'est pas vrai, parce qu'on peut tout à fait, ajouter des règles et également, définir l'ordre dans lequel on veut, privilégier, telle ou telle action et voilà, simplement les agents permettent, de gagner un temps assez conséquent et surtout de gérer des cas d'usage qui sont plus complexes tout simplement, plutôt que de Là où on écrivait du code avant avec des règles métiers, du if, then else classique et traditionnel, au fait, on veut utiliser un modèle pour choisir quelle tâche on doit faire ou pour nous aider à trouver le bon outil pour la bonne tâche et nous guider dans cette étape-là. L'exemple que je donne souvent, c'est j'ai une liste d'outils, j'ai une liste d'API et je demande à mon modèle, moi, agent, je demande à mon modèle quel est l'outil que je peux utiliser pour répondre à la question de l'utilisateur. Le modèle va me dire il faut utiliser quel outil avec tel paramètre à passer en entrée, etc. Moi, agent, donc le code que j'écris, je vais appeler l'outil que le modèle m'a dit que je devais appeler et je vais lui passer après les résultats. Et avec les résultats, il va formuler la réponse. Donc ça enlève plein de logique de mon code. Finalement, mon code devient juste un orchestrateur très haut niveau avec des assistants super, enfin plus ou moins intelligents pour différentes tasks. C'est vraiment, si j'explique ça comme ça, je valide mes connaissances, je profite de ton expérience. Est-ce que c'est une bonne définition des agents? Oui, oui, je pense que c'est une assez bonne définition effectivement. J'ai vu aussi des collègues qui développaient des agents pour faire des tâches beaucoup plus complexes. Un exemple qu'on donnait en conférence, c'est demander à un modèle de nous générer du code pour créer une interface graphique à partir d'une copie d'écran. Mmh. Oui, j'en ai C'est déjà vu, effectivement des use cases de ce type et c'est vrai que ça devient un jeu d'enfant, en fait, avec ce type d'outil. En plus, il y a aussi, dans l'écosystème LangChain, un outil qui s'appelle LangGraph, qui notamment pour des applications qu'on appelle multi-agents, on va avoir la coordination, en fait, de plusieurs agents, ensemble, facilite, grandement le travail et aussi même la représentation, visuelle. Enfin, il y a une UI qui est hyper accessible, pour justement arriver à comprendre comment les différentes étapes décisionnelles sont découpées. Donc c'est vraiment tout un écosystème en fait effectivement autour de ces interactions avec les LLM qui peut être simplement effectivement des templates de prompt, puis du chaînage de composants via un composant générique, euh, voire de la prise de décision via de la définition de plans d'action en sollicitant le LLM directement. Quelle est la bonne granularité pour un agent? Est-ce qu'un agent doit faire plein de choses, prendre n'importe quoi en entrée et donner une sortie? Ou est-ce qu'au contraire, on fait plutôt des agents super spécialisés par tâche? Et puis, comme tu l'as dit, on utilise un méta-agent, un orchestrateur pour orchestrer tous les agents qu'on a à notre disposition? Euh, c'est, Ça dépend. oui, sachant que ça, C'est la bonne réponse. ça va toujours dépendre des use cases. Après, on connaît quand même la propension des LLM à potentiellement halluciner, ce genre de choses. Donc, j'aurais tendance à répondre le deuxième cas, essayer de rendre les choses plus spécifiques et d'avoir un
de définir en tout cas au maximum les choses et coordonner ensuite pour avoir une certaine maîtrise de ce que le De ce système ouais. va sortir. En tout cas, d'un point de vue dans des use case business avec des exigences métiers, j'ai du mal à imaginer le premier cas d'usage en tout cas. Mmh. Et avec les modèles qui évoluent extrêmement rapidement, je suppose que, les agents changent également. On va avec un Claude V1 ou un Claude Sonnet V3.5 qui est disponible depuis quelques mois. La réponse, le type d'action, le type de raisonnement qu'on peut avoir de ces modèles «nouvelle génération» entre guillemets, est beaucoup plus, granulaire, beaucoup plus affiné, beaucoup plus précise que ce qu'on faisait il y a 1 an ou il y a 18 mois. C'est-à-dire qu'on doit changer nos agents aussi pour plus déléguer au modèle et moins au code? Disons que c'est des questions qui se posent effectivement de de manière assez récurrente et rapprochée dans le temps. C'est des applications qui déjà se développent très rapidement parce qu'il y a un time to market assez rapide en général et une volonté des entreprises aussi de sortir rapidement des use cases GenAI. Donc, c'est pas très difficile de les cheater ceux-là. Euh, et par contre, effectivement, c'est un secteur qui évolue très vite, donc qui peut nécessiter effectivement de réévaluer des choix d'architecture qui ont été faits il y a seulement quelques semaines, quelques mois, quand on voit la vitesse à laquelle, euh, à laquelle effectivement euh, les choses peuvent évoluer. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on va retravailler. On va changer tout ce qui est en production, mais peut-être qu'il va y avoir effectivement pas mal de prototypage et puis à la fin une décision à prendre. Oui. Ceux qui me connaissent savent que j'ai 2-3 cheveux blancs. Ça fait quelques années que je traîne dans cette industrie et j'ai un client qui disait, ben voilà, quand on choisit un mainframe, c'est pour 20 ans. On choisit un application server à l'époque des application servers. Alors là, depuis le début, on parle de GenAI et de LangChain vu avec notre casquette de développeur en Python, etc. Mais quels sont les use cases qu'on voit déjà en production aujourd'hui pour des gens non techniques? Si je dois expliquer à ma maman, mon papa, euh, c'est quoi le GenAI ou comment ils peuvent en bénéficier eux, où est-ce qu'ils peuvent le voir, le toucher, parce qu'ils le font peut-être déjà sans s'en rendre compte. Est-ce que tu as des use cases en tête pour un peu illustrer ce dont on parle et pour ramener à des choses concrètes, parce que jusqu'à présent, framework, code, tout ça, c'est très abstrait. Oui, bien sûr. Bah, moi-même, ayant aussi parfois des réunions familiales où on peut me poser des questions autour de mon métier, j'ai toujours ces petits use cases en tête pour essayer d'illustrer. Donc, par exemple, imaginons qu'une personne souhaite contacter un service client pour un forfait téléphonique, par exemple. Elle va le contacter ouais, disons par email. Dans sa réclamation, il va y avoir différentes choses au fait, un LLM va identifier, notamment les sujets sur lesquels porte la réclamation. Il va y avoir potentiellement un routage automatique de cette réclamation, voire via l'usage du LLM directement selon ce qui a été défini au niveau de l'entreprise, c'est même une réponse générée automatiquement, ou en tout cas un début de réponse qui va peut-être être validé par un opérateur ensuite, mais en tout cas aujourd'hui on a la technologie pour traiter ce type de réclamation de A à Z, sous réserve que le système soit par exemple connecté à des bases de données internes avec l'information suffisante pour répondre à la question. Si par exemple, je sais pas, il y a une question autour d'un tarif d'une offre, si le LM ne connaît pas la dernière offre, ça va être compliqué de donner la réponse. Mais si si, l'application est bien intégrée en fait dans le SI de l'entreprise, et on voit qu'il y a plein d'autres sujets sous-jacents au sujet de GenAI, et notamment des sujets de données, parce qu'on en revient toujours à la même chose, c'est la même chose avec le machine learning plus classique.
Mais on peut imaginer, traiter, tout un cas d'usage, tout un tas de cas d'usage, pardon, automatiquement. Ça, c'est l'exemple type qu'on entend partout, c'est l'interaction avec un service de support client et c'est là que les agents rentrent vraiment en scène parce que le LLM tout seul, il n'a pas les outils, ou la technologie pour se connecter aux bases de données, du SI de l'entreprise. Donc il faut le code qui orchestre peut-être la classification du problème, la planification de comment on va adresser la question du client. Là, le LLM peut aider. Et ensuite, il faut bien appeler un Salesforce, il faut bien appeler des bases de données internes du client. C'est là que le code, les agents, l'orchestration intervient. C'est dans cette partie-là du cas d'utilisation qu'on va trouver du LangChain. Oui, très très probablement et en tout cas, c'est là que j'en mettrais. Mhm. C'est la place naturelle pour un LangChain. Est-ce que tu as, est-ce que tu as des cas d'usage différents du cas support client? Parce que c'est celui qu'on entend tout le temps, il est bateau, on nous le resserre depuis 18 mois. Mais ça peut servir à quoi d'autre? Ah, tellement d'autres choses, hein. Mmh. Notamment, il y a quelque chose qui émerge, beaucoup, au niveau de l'analyse, de données, de l'interrogation en fait, de bases de données, de la génération de rapports, toutes ces données, tabulaires qui pouvaient être difficilement, exploitables, en tout cas sous certains formats. Mais en fait, là, on va avoir, des composants, capables, oui, travailler, directement pour interroger un Excel, ça, y a pas de souci, mais parfois des tableaux, qu'il faut sériser, puis, exploiter. Là, aujourd'hui, on a des capacités à travailler sur, des sources de données très hétérogènes et également à faciliter, par ailleurs le travail de profils analystes, je dirais, mais plus business, qui sont pas forcément, des cracks en SQL, par exemple, mais qui vont juste poser leurs questions en plain language et derrière, il va y avoir des requêtes qui sont générées qui permettent, de répondre, en fait, à la question business, éventuellement de générer des rapports et cetera. J'ai vu des cas d'utilisation, désolé, je ramène la conversation AWS ici avec un outil qui s'appelle AWS QuickSight ou Amazon QuickSight. Je dois toujours vérifier le nom. Mais où effectivement, comme tu dis, des experts métiers peuvent poser leurs questions en langage naturel, en anglais. Quel est le département, si on parle de la France, le département, ou donne-moi toutes les ventes classées par département sur le troisième trimestre. Et le système va comprendre la question, connaît le modèle de données, va générer les bonnes queries SQL, exécuter les queries SQL et générer un graphe également pour répondre à la question. C'est assez impressionnant. On se dit, waouh, quel temps gagné par rapport à avant où il fallait aller voir euh, exprimer le besoin personne qui devait écrire les queries SQL, les tester, les mettre en production, etc. Comment on peut démarrer avec LangChain? Tu m'as convaincu, je veux utiliser LangChain. C'est du Python, ça tombe bien. J'ai une machine avec du Python ici. C'est pip install et puis je suis parti. Et oui, tu installes, tu installes effectivement la librairie applicative et puis c'est parti. Ensuite, si tu veux, une fois que tu as quelque chose qui te satisfait, sur, encore la partie vraiment, ouverte de LangChain, tu as aussi, les templates et LangServe, notamment LangServe, le serveur en fait qui va porter ton application, qui est en Python, parce qu'on parle de Python du coup, qui est basé sur FastAPI. Il va déployer 7 endpoints qui vont voilà, refléter des interactions de base avec un LLM. Ça embarque Swagger, c'est assez Ça veut dire que je dois facile. créer une API. Tu parles de serveur, de Fast API, de Swagger. Ça veut dire que mon agent, ou en tout cas la chaîne que je vais créer avec LangChain, elle va être exposée sous une forme d'API. Oui, exactement. Et c'est vraiment très facile d'utilisation. C'est pour ça que je le mentionne, LongServe. Après, il y a évidemment, au niveau de l'écosystème, LangChain, il y a aussi, tout un service, qui monte pas mal, qui s'appelle Longsmith. Et en fait, c'est un SaaS qui permet de monitorer, voilà, toutes les interactions avec le système, tracer toutes les interactions au sein de l'application. Hem, donc là, ça va être payant, mais sinon tout le reste de ce que j'ai cité jusqu'ici, c'est gratuit. Et après, bah,
une fois que tu as ton API, bah, c'est assez facile en fait de déployer ça, par exemple, sur, ce qui va être, enfin voilà, gestion d'applications, conteneurisées, hein, ce sera préférable. Donc sur AWS, puisqu'on parle d'AWS, ce sera Très. non, mais enfin, un ECS Fargate, par exemple, j'ai Mmh. déjà vu ça plusieurs fois. Hem, Lambda? oui aussi, aussi. Sur du GCP, ça va être plutôt du Cloud Run. J'ai Mmh. beaucoup vu ça. Et après, sur Azure, ce que j'observe pas mal, ça va être l'intégration avec Databricks. Je pense que c'est possible de le faire aussi avec des container apps, mais je l'ai encore jamais vu en pratique. Mais donc tes clients déploient plutôt dans des containers, leur SHAN, Exactement. Ils ont leur et puis après application et ensuite ils déploient. En fait, ils ont vraiment, enfin, ils voient vraiment ça comme, enfin, des services GenAI, en fait. Un service, enfin, comme on dit, un produit data, voilà, on a un service GenAI ou avoir toute la partie, voilà, intégration qui va être vraiment un gros boulot, intégration de toutes les sources de données qui vont alimenter le moteur. Donc là, on va avoir du long chain à différents niveaux. Euh, Souvent, il y a des agents. Il va y avoir effectivement tout ce que j'ai cité tout à l'heure au niveau des loaders, transformers, du chunking, tout un travail au niveau des embeddings. Et après, on a l'aspect plus vraiment engine, où en fait, on va avoir évidemment le LLM, le modèle de chat, la gestion de la mémoire dont on a brièvement parlé tout à l'heure et qui est extrêmement, contexte, ouais. qui est extrêmement importante parce que on a effectivement la mémoire au sens large, puis après il y a des composants aussi long chain, notamment le summary memory qui permet en fait voilà, de garder que ce qui est essentiel de la conversation pour pouvoir continuer à avancer et à gérer la mémoire efficacement. La gestion effectivement de l'historique des conversations voilà, parce que des utilisateurs finaux peuvent en avoir besoin. Et puis après, il y a en général, dans les services numériques que je vois déployer, il y a évidemment tout un travail euh, que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure, en fait, sur le comportement en fait, du modèle, son monitoring, son suivi, mais également la mise en place voilà, de tests. Réguliers pour voir s'il y a des changements de comportement, notamment quand on est dépendant de modèles de fournisseurs, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc si je comprends bien, il y a différentes briques dans un projet de GenAI. Il y a les briques plutôt back-end, des pipelines relativement traditionnels d'ingestion, de transformation de données. Je veux bien aller chercher les données quelque part, les préparer, dans le cas de RAG, calculer des vecteurs, des embeddings, les stocker, etc. Mais ça, c'est de la préparation de la donnée. Il y a la partie plutôt front-end, le système qui va interagir ou que va utiliser en tout cas les interfaces graphiques. On parlait de chat client, par exemple, ou les systèmes qui reçoivent des mails. Donc, je mets ça dans la catégorie front-end et qui vont utiliser les systèmes qui ont été préparés. Et puis, il y a des systèmes de monitoring, d'alerting, dont tu parlais, évaluer les modèles, surtout si ces modèles sont en SaaS, ils ne sont pas hostés localement, ça veut dire qu'ils peuvent changer sans nécessairement vous prévenir. Ou là, je suppose que tu fais tourner un ensemble de tests, de tests de régression pour voir s'ils répondent grosso modo toujours la même chose pour la même question. Puis, probablement un quatrième système, mais qui lui n'est pas différent avec le GenAI, c'est la gestion des autorisations, des permissions, qui peut accéder à quelles données. Bien sûr, et il y a un vrai sujet sur des applications qui vont être par exemple déployées, peut-être pas à l'échelle d'une entreprise, mais à minima à l'échelle d'un département, puisque du coup, c'est comme pour de l'accès à la donnée classique sur du reporting ou autre, selon l'utilisateur, il va pouvoir voir plus ou moins de choses, et donc le LLM va aussi pouvoir lui répondre avec plus ou moins de détails à certaines questions. Donc, Comment on filtre ça? ça, c'est des choses qui vont être gérées du coup alors ça va dépendre. J'ai vu différentes manières de faire, mais en général, les personnes sont intégrées à des groupes et il y a des policiers au niveau de ces groupes et ces groupes accèdent à différentes choses et ensuite
comme en fait, ils se connectent au système derrière, ces droits sont appliqués. Et tes clients, d'habitude, ils déploient des large language models, en local, donc ils viennent avec toutes ces applications dont on a parlé, ou au contraire, ils utilisent des large language models en mode, SaaS, celui d'OpenAI est un bon exemple, Amazon Bedrock est un autre exemple. Comment ça se passe? Alors en fait, c'est un peu difficile de répondre à cette question et j'ai l'impression que ça vient à changer pour des raisons aussi de coût, tout simplement. J'ai observé une première phase où enfin, voilà, les appels fournisseurs étaient vraiment légion. Enfin, je veux dire, tout le monde commençait comme ça. Après, il y a eu un peu une phase plus d'ownership où on essaye effectivement plus de faire tourner des choses en local. On se rend compte en fait que c'est pas si compliqué. Et voilà. Et puis là, je suis Sur des grosses machines et du GPU quand même, non? Si c'est pas si compliqué? Oui, après, il y a quand même des projets vraiment intéressants, type Lamafile ou autres, qui en fait conviennent très bien pour des petits use cases qui finalement répondent déjà à des besoins dans beaucoup de boîtes. Et ça, il y a eu. Un serveur normal, il faut pas acheter des GPU à 50 000 € pour faire tourner ces modèles-là. C'est ça. Et en fait, il y a eu, j'ai un peu vu cette prise de conscience-là. Et puis après, de nouveau, un peu cette rue un peu vers les fournisseurs. Donc j'ai du mal à donner une réponse. Ça dépend un peu. Ouais, ça dépend. J'ai l'impression que ça va vraiment dépendre à la fois du business sur lequel voilà, l'entreprise opère, la coloration plus ou moins tech, les profils. J'aurais tendance à dire que le moins l'entreprise est tech de base, le plus elle va aller vers une solution qui paraît la plus simple et donc voilà, dépendre de fournisseurs. Si je veux obtenir de l'aide, c'est un framework open source. Je voudrais revenir sur une chose que tu as dit quand même. Tu as dit qu'il y avait un volet payant. Donc Langchain, c'est en open source, c'est sur GitHub. Mais il y a une société derrière aussi. Ça veut dire qu'on peut acheter du support, du consulting auprès de Langchain. Absolument. Des ingénieurs disponibles chez Langchain pour accompagner des clients. Et il y a donc aussi cette solution SaaS de monitoring, tracking du comportement, voir tout ce qui se passe au sein de l'application, qui est payant. Mais ça reste majoritairement initiative voilà, open source, communautaire. Il y a d'ailleurs ce serveur, cette communauté qu'on peut avoir, je veux dire Discord, mais pardon, ils sont sur Slack. La communauté de développeurs Langchain sur Slack est plutôt très active si besoin de recevoir du support. De l'aide, Mm. oui. On a également le Meetup, Langchain et Évidemment. Paris et France pour les francophones. Justement, ce meetup, puisque tu en parles, tu es co-créatrice du meetup Langchain. Qui est à la base? Pourquoi vous avez démarré ce meetup? Alors, à la base, c'est une initiative qui vient de. Moi, j'ai travaillé chez Sphère pendant un temps et qui est venue en fait d'une idée de Didier Girard et Marie Fontaine et Annabelle Coster. Et ensuite, en fait, ce projet a été lancé progressivement, donc fin 2023, avec des événements sur tout 2024, notamment la venue donc d'Harry Sanchez qui avait accepté de nous présenter le framework et de répondre aux questions de la communauté. C'était vraiment un moment très chouette. Et on a eu C'est un coup d'éclat, ça. C'est le fondateur de Langchain qui vient au meetup Oui, français. bah, à vrai dire, comme on a une communauté de plus de 1600 membres, à date, on est la communauté mondiale autour de Langchain la plus fournie. Ça a forcément attiré son attention et c'est quelqu'un qui a beaucoup à cœur de partager et qui s'est rapproché de plusieurs des participants ensuite pour pouvoir les accompagner. Et on a plusieurs entreprises qui sont venues nous présenter leur cas d'usage parce que du coup, pendant le meetup, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une revue de l'actualité, de ce qui s'est passé sur les semaines précédant l'événement.
Ensuite, on a une entreprise qui vient nous présenter, un cas d'usage, avec, un angle un petit peu business et puis après on a plus, des profils tech qui viennent nous expliquer comment ils ont réellement implémenté ce cas d'usage et on a ensuite un talk, destination de la communauté plus technique, par exemple, pour présenter soit une évolution de blockchain, soit éventuellement un nouveau, heu, un nouveau framework ou autre. Bien que tu C'est mentionnes, plus large en fait autour des LLM. Là, pour le coup, ce truc-là peut être plus large. c'est bien que tu mentionnes, Sfer et Didier et Annabelle. Ce sont 2 et c'est une boîte de consulting qui est très active dans les communautés et on les connaît notamment dans les communautés, Google et leur implication dans les DevFest, et ils sont assez bons pour créer et maintenir des communautés, comme ça. Didier, si tu nous écoutes, bonjour. Heu, un appel à volonté pour le meet-up. Souvent, on a besoin, de 2 choses, hein. Pour moi-même avoir organisé pas mal de meet-up, soit des bonnes volontés pour, aider à organiser, d'autres réunions, soit des appels à conférenciers aussi, des gens qui veulent partager leur expérience avec la communauté. Oui, bien sûr, on est toujours ouvert à recevoir des nouvelles propositions, de talk. Vous pouvez nous contacter, directement, via Meetup. Donc, on a deux pages, je pense, Langchain and LLM Meetup. Et on a également, Paris Langchain and LLM Meetup, et une des 3 co-organisatrices, vous répondra rapidement. Et je mets les liens évidemment dans les notes du podcast. Ceux auxquels j'avais assisté, ils étaient hybrides, en présentiel et en ligne. C'est quelque chose que vous allez continuer en 2025? Oui, on va continuer. L'objectif, c'est vraiment de rendre ces événements accessibles le plus possible et aussi, comme tu en as parlé, de varier également, les lieux. Donc, on est toujours à l'écoute aussi pour des nouvelles propositions Oui, c'est de lieux dans toujours Paris qui puissent nous permettre aussi d'organiser des événements plus importants en c'est Bretagne. un des challenges des meet-up aussi, c'est trouver une salle qui Et oui, qui peut absolument. accueillir, quelques dizaines de personnes, voire plus. Des plans déjà pour 2025? Et dans les prochaines semaines, on va avoir la prochaine édition avec, comme je l'indiquais, une entreprise qui va venir nous présenter, un de ses cas d'usage, un chatbot et ensuite, on parlera aussi, hem, on a encore plusieurs sujets techniques sur la table à arbitrer, mais en tout cas, ça arrive, dans les prochaines semaines. Donc ça redémarre les meet-up en Oui, 2025, à Paris en première présentiel résolution 2025. et puis en ligne. Quelle que soit la technologie que vous utilisez, petite parenthèse, regardez les meet-up qu'il y a autour de vous et quand vous êtes dans une grande ville, vous avez beaucoup de choix, mais c'est toujours un bon endroit pour retrouver, des enthousiasmes, des gens qui partagent les mêmes soucis, les mêmes problèmes que vous pour échanger sur les meilleures pratiques et cetera. D'autres sources que tu, recommandes à nos auditeurs? Oui, pour des événements, plus internationaux, il y a les events Langchain, qui sont, accessibles, sur, lu.ma/Langchain. Vous avez tous les événements, mondiaux, où Langchain, prend part. Vous avez également, check.langchain.com qui est super, efficace pour, en fait, discuter avec la doc et aussi soumettre un petit peu son cas d'usage Évidemment, we find un moteur de chat. non, vraiment, je trouve que c'est pas mal comme petite solution et après, oui, comme je le disais, vraiment le stack de la communauté, c'est l'endroit numéro 1 sur lequel aller et puis bien sûr, si comme moi, vous appréciez vraiment, l'outil, vous pouvez toujours aussi envisager de contribuer. Oui, et je répète toujours, contribution à des projets open source, c'est pas nécessairement du code et des pull requests, ça peut être simplement ouvrir des issues s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou contribuer à la doc, même si c'est juste pour une faute de frappe dans la doc, ce sont des contributions utiles aussi. Vous ne devez pas nécessairement avoir une casquette de codeur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu le syndrome de l'imposteur en disant je pourrais jamais committer sur ce projet-là. Bah si, au fait, parce qu'il n'y a pas nécessairement que du code. On parle de generative AI là depuis une bonne demi-heure. J'ai l'impression que le monde, enfin beaucoup de gens ont cette impression que le monde s'est embrasé d'une folie Gen AI depuis 18 mois, 24 mois maintenant. Est-ce qu'il faut toujours utiliser un large language model? La question qui fâche.
Absolument pas. Alors je te disais aussi de par, mon background, voilà, plus machine learning, classique, il m'arrive vraiment, très fréquemment, qu'on me soumette, des problématiques et que la première re réflexion, soit d'utiliser, un LLM et qu'on envisage uniquement, une application basée sur des LLM pour y répondre et je dirais que dans, au moins un tiers des cas, c'est pas forcément, la 1re réponse, indiquée, que je verrai. Ça reste quand même, même si on a des outils, tels que celui qu'on a présenté aujourd'hui qui rendent le développement d'applications, basées sur ces outils, facilités, ça reste quand même, parfois, sortir, l'artillerie lourde pour un problème, qui oui, peut même ne pas nécessiter en fait de machine learning et encore moins de grands modèles de langage. Donc toujours oui, partir du problème, essayer de comprendre, réellement, ce que l'utilisateur final veut et se rendre compte que, ouais, on n'est pas forcément obligé de partir sur, la solution la plus en vogue du moment si c'est pas forcément utile, ni économique. Je crois que ça, enfin, c'est un bon conseil et ça se répète avec chaque vague de technologie. Je crois qu'il y a 3 ans, on aurait pu dire la même chose du NFT. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un NFT il y a 4 ans d'une blockchain? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une blockchain pour résoudre ce problème-là? J'ai une anecdote, pas plus tard que cette semaine. Je parlais avec des collègues de la planification de la conférence Reinvent qui a eu lieu première semaine de décembre à Las Vegas. C'est une conférence avec plus de 2000 sessions breakout, 2500, 3000 speakers. Et donc, il y a des gens qui doivent faire la planification de quelle session on met dans quelle salle, quel speaker, enfin, pour que si les gens qui ont 2 sessions n'aient pas les 2 sessions en même temps, et ainsi de suite. Et j'ai un de mes collègues qui me dit: «Bah oui, mais un petit coup de GenAI, de Claude et hop, ça peut arranger ça». Mais je dis: «Mais non, enfin, c'est la programmation sous contrainte, on fait ça depuis 40 ans». Très différent de planifier une route pour DHL ou pour UPS pour délivrer des paquets. On a une série de contraintes qui ne sont pas énormes. En plus, le volume de données là, c'est 2000 sessions, 2500, 3000 speakers. Pour un ordinateur, c'est peanuts, ça, c'est rien. Pour moi, dans un tableau Excel, c'est trop grand. Et sinon, c'est peut-être un bon exemple de cas Je où pense que c'est GenAI ne doit pas. Je pense que c'est un bon exemple. Après, je comprends aussi, l'enthousiasme, et l'engouement, autour de ça parce que c'est absolument, c'est absolument fascinant, cette révolution aussi, utilisateur qui arrive avec ces applications et effectivement, tous les use cases qu'on peut, facilement, adresser, qui n'étaient pas, avant et toutes les possibilités, qui s'ouvrent d'évolution pour, un tas de métiers, de secteurs. Donc ça c'est certain. Après voilà, on a juste eu une petite, Soyez enthousiastes, mais gardez la tête froide. C'est quand même, c'est le message. Mais voilà, si vous avez envie de démarrer un projet pardon, GenAI, et que vous avez vraiment un cas business pour le faire, ben regardez LangChain, ça peut vous faciliter grandement la vie par tous ces outils dont on a parlé qui vont vous permettre de créer votre application beaucoup plus rapidement. Et puis une fois que votre application est créée, vous pouvez la déployer dans le cloud public ou ailleurs, on-prem aussi, si c'est votre préférence. Julie, merci pour tes explications très claires et tes exemples. Julie Waban, tu es freelance, co-organisatrice du Meetup LangChain, et je rappelle que tous les liens vers les sujets dont nous avons parlé sont dans les notes de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous du podcast AWS en français. On verra les annonces des 2 dernières semaines, comme à notre habitude, une semaine sur 2. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous donc vendredi prochain. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.